Rebonjour mes chers étudiants, donc je vous retrouve pour un nouveau cours qui porte sur le statut éthique de l'animal dans la corrida. Je vous avais dit que je vous en parlerai, donc je vais faire la synthèse d'un article qui se trouve dans les Cahiers philosophiques, qui est une revue spécialisée en philosophie. Je m'appuie sur le Cahier philosophique d'avril 2005, dans lequel on trouve notamment un article de Francis Wolff qui synthétise l'essentiel de ses travaux sur le sujet. Je l'ai trouvé très pertinent et j'ai eu envie de vous en faire part. Je pense que c'est aussi pour vous un bon moyen de réviser sur les enjeux éthiques de l'animal, ce qui peut donner lieu à certains sujets cette année. Donc la question est de savoir quel est le statut éthique de l'animal dans la corrida, c'est-à-dire globalement s'il est une chose, s'il est un sujet ou s'il est encore quelque chose d'autre qu'un sujet ou une chose. Wolff commence par évoquer le fait que les critiques à l'endroit de la corrida sont très anciennes. Dans un premier temps, pendant de très longs siècles, lorsqu'elle était condamnée, c'était souvent au nom de l'homme. On considérait que le fait de combattre contre un animal était avilissant pour un homme. Il fallait que les hommes se combattent entre eux. Une vraie éthique aristocratique revenait au combat d'un homme contre un autre homme. Et puis, depuis quelques décennies, il fait le constat d'une inversion de ce rapport. La critique s'est inversée puisque maintenant, le combat contre l'animal a l'air de contredire le respect dû aux animaux et non pas aux êtres humains. Alors bien évidemment, il va essayer de démontrer que la corrida est porteuse d'une éthique qui est à la fois cohérente et respectueuse des taureaux. Et que l'abandon de la corrida ne serait pas simplement une grande perte culturelle de l'ordre de la tradition, de la transmission des traditions, ou une grande perte esthétique, mais aussi une perte morale. Donc défendre cela est assez original, puisque comme je vous le suggérais dans le cours précédent, la défense esthétique a longtemps été faite de la corrida, notamment durant la période de Picasso. On a une espèce d'investissement par l'art de ces pratiques de la corrida qui fait apparaître la dimension esthétique du taureau, mais un taureau qui est en quelque sorte une abstraction, c'est-à-dire qu'on considère le taureau comme étant en quelque sorte un taureau avec un T majuscule, une force herculéenne, une image abstraite qui a été donc véhiculée par la peinture ou par la littérature. L'approche qui est la sienne est donc une approche éthique, ce qui est tout à fait original, puisqu'il attaque finalement les animalistes sur le fond qui est le leur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors de fait, nous avons, vous le savez, une relation irremplaçable avec les animaux en général, certains d'entre eux en particulier, et c'est le cas avec les animaux sauvages que sont les taureaux. Cependant, réfléchir à nos relations, c'est-à-dire envisager une éthique, cela peut-il se faire seulement sous l'angle de l'animalisme? Voilà la question qui peut être posée et qui est notamment donc envisagée par Wolff ici. Et sa thèse, ça va être de considérer qu'une éthique seulement animaliste serait réductrice et peut-être même dangereuse, si bien qu'il va essayer de défendre une autre façon de penser l'éthique des animaux et précisément des taureaux, ce qui est sa spécialité, mais je pense qu'on peut envisager que ça puisse aussi être abordé sous l'angle d'autres animaux, et j'essaierai de vous le montrer. Donc nous avons évoqué dans l'année le fait qu'il y avait plusieurs millions d'espèces animales, dont certaines connues et d'autres pas encore, et que parmi ces animaux, il est difficile d'envisager que l'animal existe. L'animal semble une illusion spéculative, comme il le dit, c'est-à-dire il reprend quelque chose que vous connaissez et qui est le propos global de Derrida sur ce sujet. En gros, de la paramécie au bonobo, quoi de commun? Lorsque on compare le krill des criquets et un épagneul breton, quoi de commun? Dire que l'on va défendre les droits de l'animal, c'est finalement dire quelque chose qui réduit la grande diversité des animaux et des espèces animales, et c'est l'un des points d'attaque déjà qui l'oppose au parti animaliste qui aborde l'animal dans sa généralité dès les textes de 78. Vous vous souvenez de cette déclaration des droits de l'animal en 1978, il dit qu'on touche là une généralisation à un concept qui n'a de sens que par contraste, opposition avec le concept d'homme lui-même, une forme abstraite aussi.
Dire que être animal, c'est par exemple être agressif, instinctif, avoir un comportement, un instinct de reproduction, de défense de son territoire, c'est là aussi une caricature parce que certains animaux n'ont pas spontanément cette agressivité et c'est très difficile d'analyser la singularité d'un animal si on calque comme ça des propos très généraux sur son comportement. L'homme à l'opposé donc de cette animalité, puisque qui dit animal avec un A majuscule présuppose qu'il y ait face à lui une humanité, est dit par les animalistes être un animal, comme les autres. Donc être un animal comme les autres, ça veut dire ne pas s'élever au-dessus de la condition animale. Si l'homme est un animal comme les autres, alors il n'a pas à manifester de supériorité sur le reste des autres animaux. Il y aurait chez l'être humain du mal, de la violence, de la guerre, et cela manifesterait non pas sa supériorité à la condition animale, mais le fait qu'il aurait une part d'animalité en lui. Mais il est vrai que, et c'est là le fondement de l'éthique animaliste, l'être humain aurait quand même cependant quelque chose de supérieur aux autres animaux, puisqu'il aurait la capacité de comportements moraux, notamment dans des conduites désintéressées ou le respect de valeurs universelles. Donc, l'air de rien, il y a peut-être quelque chose comme une espèce de contradiction à l'intérieur de l'animalisme que dégage Wolff. À la fois parler de l'animal de manière très générique, suggérer que l'homme n'est qu'un des animaux parmi d'autres, mais admettre cependant qu'il ne peut y avoir d'éthique que de la part d'un être humain, c'est-à-dire qu'il a une spécificité, une singularité, en tant qu'il peut avoir à l'endroit des autres animaux des comportements moraux. Donc on aurait du côté animal la capacité de cette morale, même s'il y aurait un fond de brutalité, de sauvagerie aussi en l'être humain. Et donc l'homme en tant qu'espèce animale manifesterait sa brutalité et sa sauvagerie, mais lorsque il serait autre en quelque sorte, et on se demande pourquoi il le serait, eh bien il manifesterait tout autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que l'homme serait le seul animal à être capable en quelque sorte de faire taire son animalité et serait donc finalement une espèce tout à fait différente de celle des autres animaux puisque les animaux n'en seraient pas capables. Donc il nous dit qu'il y a dans cette éthique animaliste une forme de contradiction interne. Et je trouve que c'est pas inintéressant dans la mesure où en effet c'est une éthique qui s'avère antinaturaliste alors même qu'elle se revendique naturaliste, puisqu'elle suggère que l'homme est exclu du processus en tant qu'il est le seul à pouvoir être homme, c'est-à-dire avoir des devoirs envers les animaux. Cette contradiction interne il est relayé par Wolff à travers une phrase que je voudrais vous évoquer et qui me semble une question tout à fait pertinente. Il nous dit donc l'homme, quand il agit criminellement contre les animaux, agit-il naturellement ? Est-ce que cette criminalité, elle est naturelle, c'est-à-dire qu'elle serait l'expression en lui de cette animalité ? Bon, ou est-ce qu'il est humain, trop humain à ce moment-là, c'est-à-dire que ce serait le fruit de sa culture et non de son animalité ? Et si on répond que oui, lorsque l'homme agit criminellement envers les animaux, il le fait naturellement, alors on va se demander pourquoi lui est criminel lorsqu'il agit naturellement, mais par contre la panthère qui chasse serait seulement naturelle et pas criminelle. Pourquoi on attribuerait une forme de criminalité à l'homme qui donc ne respecte pas les animaux, alors que lorsque les animaux eux-mêmes ne se respectent pas entre eux, il n'y aurait rien de criminel là-dedans. En quoi l'animal n'est pas criminel lorsqu'il chasse, mais par contre l'homme, lui, le serait. Donc vous voyez que si on identifie l'homme à n'importe quel animal, alors on devrait dire qu'il est naturel que lui aussi chasse, soit violent, lutte pour la préservation de ses territoires, fasse preuve de violence, d'agressivité. D'autres vont, au contraire, évoque Wolff, suggérer une argumentation très différente et vont dire que la criminalité de l'être humain n'est pas naturelle, elle est le fruit en quelque sorte d'un art, de quelque chose de tout à fait culturel, puisque les animaux, eux, ne sont criminels ou agressifs que par nécessité, alors que les hommes le seraient pour des raisons culturelles, notamment de divertissement. Et là, Wolff évoque le cas du chat, qui en effet, lorsqu'il est un chat sauvage, chasse dans la nature,
Mais lorsqu'il est un chat des villes, chasse aussi, alors qu'il a la gamelle pleine. Donc ça n'est pas la nécessité qui fait que le chat chasse. Et vous avez sans doute aperçu des chats qui jouent avec les corps disloqués, désarticulés de leur proie. Il y a véritablement un jeu du chat. Il n'agit pas que par nécessité, sa violence n'est pas que de nécessité, il y a une forme de plaisir, en quelque sorte, de désarticuler et de jouer avec un corps à demi-mort. Et donc Wolf pose une question qui peut sembler rhétorique, mais qui finalement, ne l'est pas vraiment, puisqu'il nous dit, faudrait-il les empêcher au nom des droits des souris. Donc si les souris ont un droit, on va empêcher ces êtres que sont les chats de disloquer le corps des souris. Et donc, plus profondément, il faudrait éradiquer toute la violence de ce monde. Et peut-être que éradiquer la violence de ce monde, c'est contredire ce qu'est la nature même, c'est-à-dire que dans la nature, il y a une forme de violence. D'où ce questionnement que je trouve tout à fait intéressant. Voici ce qu'il écrit, je vous lis un petit paragraphe de lui. Toute la nature devra-t-elle être pacifiée? Et de force? Faut-il déclarer que désormais elle devra s'abstenir de toute conduite cruelle avec elle-même? Mais alors, qui fera la police? Donc vous comprenez que l'idée d'une pacification absolue sans violence aucune de la nature est absurde, puisque la nature est une vie qui se manifeste essentiellement dans le combat pour la vie. Je vous renvoie à ce cours que je vous avais proposé sur Darwin. Et cette notion que nous avions traitée du struggle for life, le combat pour exister, pour la vie. Donc se maintenir en vie, c'est une forme de manifestation de sa force, qui peut en passer par l'agressivité aussi. Donc déclarer la guerre à toute conduite cruelle, c'est finalement déclarer la guerre à la nature elle-même et à son mode naturel de fonctionnement. Et si nous ne voulons plus que tels animaux soient agressifs avec tels autres, qui fera la police? Faire la police, c'est user de la force. Vous connaissez peut-être les textes de Weber sur cette idée que l'État, c'est la force, mais l'usage de la force légitime. Il y a la force illégitime naturelle, et puis il y a la force légitime, celle que décident les hommes lorsqu'il s'agit de réguler la violence des hommes. Qui fera la police? Alors, il faut donc admettre que l'approche de l'animalisme n'est pas la seule manière d'aborder l'éthique et qu'elle tombe, vous le voyez, dans certaines formes de contradiction. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que nous n'avons pas à nous soucier des animaux, c'est-à-dire que toute forme d'éthique animale est à proscrire? Bien au contraire, et le concept d'animal fait obstacle épistémologique, ce singulier dont nous avons vu qu'il ne renvoyait à aucune réalité concrète. Donc il faut abandonner ce concept d'animal en général et travailler à la diversité des animaux. Considérer que les animaux ne sont ni des choses, ni des machines, mais peut-être pas aussi des sujets de droit. Ils ne sont ni les uns, ni les autres. Wolf va évoquer brièvement le fait qu'il puisse y avoir en effet plusieurs manières de se représenter l'animal, l'une héritière du cartésianisme qui est l'animal chose ou l'animal machine, l'une qui est donc le fer de lance des animalistes, l'animal comme sujet de droit, et peut-être des positions à envisager qui seraient des positions intermédiaires et qui, d'après Wolf, s'inscrivent dans un temps très long puisque dès l'Antiquité, nous dit-il, nous n'avons pas traité les animaux comme de vulgaires objets, mais pas non plus comme des sujets de droit. Nos conduites vis-à-vis des bêtes, et notamment à travers la morale populaire, nous dit déjà qu'il y a des animaux qu'on a le droit de manger, des animaux qu'on n'a pas le droit de manger. On ne mange pas n'importe qui. On ne traite pas son bœuf comme l'on traite son mouton. Les espèces n'ont pas à être traitées de la même façon. Les animaux ne sont pas des choses, ils ne sont pas l'animal avec un grand A, et on les traite de manière inégalitaire. Et donc il va donner quelques exemples de ces traitements inégalitaires. Il nous dit, lorsqu'on est face à un parasite ou à un prédateur, on n'a pas la même manière de traiter ce parasite ou ce prédateur que lorsque on a son pet, PET, donc son animal de compagnie, ou un animal totem de sa société. Donc un labrador ne va pas être traité comme un moustique et c'est spontanément que des hommes, utilisant ici une sorte de morale non savante, de morale populaire, vont le faire. Deuxième argument, au-delà donc du fait que ça s'inscrit dans finalement quelque chose qui dépasse la dichotomie classique entre machine et sujet de droit, Wolf va insister sur la grande diversité de nos sentiments moraux. Et
s'insurge contre le fait que notre seul sentiment moral, éthique serait la compassion. Certes, la souffrance est un des aspects du vécu et de l'animal et de l'homme, et nous pourrions en effet réduire notre sentiment à un sentiment de pitié ou de compassion. Mais nous avons, nous-mêmes, à l'endroit des êtres, une très grande diversité de ressentis. Il y a des animaux qui nous semblent être des victimes, mais des animaux nous semblent être tout autre chose que des victimes. Et il nous dit qu'au fond, la morale des droits de l'animal, qu'il appelle moral of rights parce que c'est d'inspiration anglo-saxonne, est d'après lui une morale pauvre. Il l'appelle la pauvre morale des rights. Pourquoi ? Parce qu'elle nie la variété des affects moraux que nous avons à l'endroit des êtres. Il va donner l'exemple de notre rapport humain. Déjà avec les êtres humains, il y a des êtres que nous aimons, d'autres avec lesquels nous sommes en amitié, d'autres auxquels nous sommes attachés sans être de grands amis. Nous avons du respect pour les uns, de l'admiration pour les autres, du mépris pour certains, de l'inimitié, du dégoût, de l'effroi, de la crainte. C'est-à-dire qu'il y a une palette diversifiée de ressentis. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à les traiter avec des égards minimums en quelque sorte, mais nous aurons toujours à admettre que la diversité des rapports humains est plus complexe que ce que les droits nous demandent de consentir à l'endroit des autres hommes. Idem pour les animaux. Je vous lis un passage qui me semble très éclairant. Il y a des espèces avec qui l'on vit en compagnonnage, celles avec qui l'on joue, celles qu'on apprivoise, celles qu'on dresse, celles qu'on honore, parfois celles qu'on adore. Il y a celles que l'on chasse, celles qu'on combat, celles que l'on voudrait pouvoir exterminer. La variété des formes d'amitié comme d'inimitié est immense. Anéantir l'espèce parasite, détruire l'espèce malfaisante, écarter l'espèce dangereuse, lutter loyablement contre l'espèce redoutable, pêcher l'espèce appétissante, etc., etc. Vous le voyez ici, il joue sur une variété d'affects et la corrida est en quelque sorte l'inscription dans un de ces affects particuliers. Face au taureau, dans son milieu naturel ou dans l'arène, eh bien nous allons avoir un rapport affectif, bien évidemment, peut-être même de respect, mais qui ne passera pas par la dimension compassionnelle. Nous pouvons avoir à l'endroit des animaux une autre approche que compassionnelle. À l'endroit des moustiques, lorsque nous écrasons le moustique sur notre bras, nous n'avons pas de compassion. Nous en avons pour le chien qui hurle sous les coups de son maître cruel. C'est très différent. La suite du propos consiste donc à nous engager à, je cite, traiter les loups comme les loups, les agneaux comme les agneaux, les criquets pèlerins comme les criquets pèlerins, les animaux de compagnie comme les animaux de compagnie, les chiens de chasse comme chiens de chasse, les taureaux de combat comme taureaux de combat. Vous comprenez que cette diversité renvoie bien sûr à une approche qui série les animaux selon des présupposés très différents. Il est évident que l'on ne va pas traiter par exemple des animaux dont l'espèce est menacée d'extinction de la même façon qu'une espèce qui pullule. De la même façon, il y a une variété de traitements qui fait que les animaux entre eux sont dans des rapports de sacrifice interne. Et c'est pour cela qu'il nous interpelle sur le fait que nous risquons là aussi de tomber dans la contradiction. Imaginons que nous cherchions à réintroduire le loup dans le Gévaudan ou ailleurs. Eh bien, si l'on défend l'espèce du loup, la réintroduction du loup, cela forcément se fera au sacrifice de quelques moutons ou de quelques brebis, dit-il. Si nous réintroduisons l'ours dans les Pyrénées, par exemple, eh bien, il faut admettre que cet ours va se nourrir aussi de ses proies et qu'un équilibre va se transformer. Il faut accepter parfois le sacrifice de quelques individus du fait de la réintroduction de certains autres. Alors, il nous dit, mais que fera le défenseur des animaux ? Ce défenseur des animaux qui a une perspective, par exemple, écologiste, va dire, ce qui compte, c'est l'équilibre des espèces. L'écologiste, c'est celui qui veut que les espèces demeurent dans leur grande diversité. En revanche, le camp animaliste se situe à un niveau qui, pour lui, est un petit peu différent du plan écologique. Parce qu'il voudrait que chaque bête soit préservée. Autant donc le loup que le mouton. Or, ici, il faudrait imaginer un règne naturel où les espèces
laissés à leur naturel, ne se ferait plus la guerre à la survie. Il faudrait en quelque sorte imaginer une espèce d'état béat de passivité absolue qui ne correspond en rien à ce que la nature est. Raison pour laquelle, si un camp est à choisir, ce sera plutôt peut-être le camp de l'écologie plutôt que celui de l'animalisme, parce que l'animalisme tombe là encore dans une nouvelle contradiction. Si je veux, par exemple, en tant qu'animaliste, préserver le taureau de combat, eh bien, par définition, donc, il va falloir défendre le combat de taureau, puisque le taureau de combat n'existe que pour le combat de taureau. C'est un être qui combat et c'est dans sa nature que de vouloir combattre. Si on ne respecte pas cette naturalité du taureau de combat en faisant un petit pet, un petit animal de compagnie, déjà il ne se laissera pas faire, eh bien on ne respecte pas la nature même de cet animal. Vous voyez qu'il y a, chez Wolff, une analyse de fond de ce qui peut finalement être un discours qui en soi est très séduisant et qui est le discours des utilitaristes comme Peter Singer par exemple, et une réalité qui dissonne par rapport à cet idéal de représentation. On ne peut pas à la fois défendre le droit à l'existence d'une espèce et un droit individuel de persistance aussi. C'est-à-dire que si l'espèce perdure, il y aura sans doute des individus qui ne pourront pas perdurer, ne serait-ce que du fait de la sélection interne, au sens presque darwinien du terme. Il y aura des combats d'animaux entre eux, tous les animaux ne pourront pas être préservés de la souffrance en leur sein. Alors la question bien sûr de notre action là-dedans se joue. Faut-il donc abolir la corrida pour ne pas nuire à des individus qui seraient donc tel ou tel animal de combat? Et donc il va reprendre cette opposition entre l'aspect écologique ou l'aspect animaliste. Voici son idée. Donc, il me dit, si on choisit comme l'écologiste de défendre l'espèce qui s'appelle taureau bravo, au détriment des individus qui vont être en effet combattus après 4 années de vie au champ, eh bien on préservera l'existence de l'espèce, mais on acceptera que quelques individus meurent à l'intérieur de cette espèce. Autrement dit, a priori, dans l'écologie, rien ne contredit l'idée même de la corrida en soi, puisqu'il s'agit de préserver l'espèce et non l'individu. Par contre, si on interdit complètement la corrida, il faudra abattre tous les troupeaux de taureaux bravo, ce qui veut dire que cette espèce n'existera plus. Et peut-être que les animalistes, nous dit-il, diront au moins il n'y aura pas de souffrance, au moins ces animaux ne souffriront pas puisqu'ils n'existent pas. Et voici cet énoncé qu'il pose et qui, moi, m'a véritablement interpellée. Il nous dit « Ce raisonnement utilitariste est hors de propos. Autant prétendre que l'extermination de 5 milliards d'habitants du tiers-monde diminuerait la misère du monde. » J'espère que vous comprenez l'enjeu. Si je dis « il y a des animaux qui souffrent », donc on va exterminer complètement cette race d'animaux, renoncer complètement à cette race d'animaux pour qu'elle ne souffre pas. Eh bien, il nous dit c'est difficile à défendre parce qu'au nom donc de l'absence de souffrance, il faudrait se débarrasser de tous les êtres humains qui souffrent trop. Alors, si on dépasse donc ce conséquentialisme, puisque vous êtes d'accord que l'éthique utilitariste, c'est une éthique des conséquences, éviter la souffrance, donc en amont détruire ces espèces animales pour qu'il n'y ait plus de souffrance du tout. Eh bien, la position va être de déontologie, c'est-à-dire de morale des intentions, du cadre en amont et pas des effets en aval. Et la question qui est reposée, c'est qu'est-ce qu'on doit viser? Est-ce qu'on doit viser le bien des espèces ou celui des individus? Et là, Wolff va proposer une réflexion qui, moi, m'a beaucoup intéressée parce que ça peut toucher vraiment à des sujets plus larges sur qu'est-ce qu'être sauvage, qu'est-ce qu'être domestique et en quoi l'animal taureau se situe là dans ce cadre-là. Eh bien, il va nous dire que depuis toujours, les hommes ont noué de grands types de relations avec les espèces animales. Il y a d'un côté, globalement, celles qu'on appelle domestiques, qui ont été élevées par l'homme,
sélectionné, entretenu par ce dernier, le plus souvent d'ailleurs même créé par lui, du fait de ces rencontres de reproducteurs. Et puis il y a d'autre part donc les espèces dites sauvages qui ne jouissent pas de notre protection, qui vivent très très loin de notre protection, mais qui vivent également loin de notre domination humaine. Mais non de la menace des hommes, mais en tout cas de notre domination. Et donc, nous avons tendance, dans l'éthique écologique, à considérer que nous devons aux espèces sauvages un souci. C'est-à-dire qu'il faut absolument préserver les espèces sauvages pour qu'elles ne disparaissent pas. En revanche, à l'endroit des animaux domestiques, nous avons un rapport éthique très différent. Ici, c'est plutôt l'individu qui compte. On prend soin de chacune de ses vaches, de chacune de ses chèvres, de ses animaux de compagnie. Donc il nous dit que selon qu'on traite de l'animal domestique ou de l'animal sauvage, c'est pas en quelque sorte le même questionnement éthique qui se joue. Dans un cadre, on s'intéresse aux individus, c'est plutôt l'animal domestique, et dans l'autre cadre, on s'intéresse plutôt à la préservation de l'espèce. Et au fond, si on prend l'exemple du krill, vous savez, ces espèces de petites crevettes qui pullulent littéralement, qui se comptent par millions dans les océans, eh bien, il nous dit qu'on va se soucier du sort du krill, mais pas de chaque crevette en particulier, bien évidemment. Il faut ne pas nuire à l'équilibre des espèces naturelles et nous efforcer de préserver cette diversité du vivant, notamment à travers la préservation des espèces menacées, mais sûrement pas du contenu de la vie même de l'individu animal. Donc déjà, ça renvoie à, dit-il, deux questionnements extrêmement différents. Alors, il y a donc parmi, je reprends cette question de l'espèce domestique, il y a des animaux qui, dans les animaux domestiques, vivent par et pour l'homme. Ils sont utiles à l'homme, et c'est pour ça que les hommes les ont soumis, continuent de les élever, parce qu'ils ont une relation quasi contractuelle avec ces derniers. Nous utilisons les animaux parce qu'ils nous servent. Ils assurent notre nourriture, par exemple, et en échange, nous leur assurons une sauvegarde. Il y a comme un contrat, une espèce de relation de protection à l'égard des individus qui composent nos troupeaux, par exemple. Cette approche, donc, crée des relations qui sont presque des relations amicales. On sait combien les éleveurs disent aimer leurs animaux. Relations amicales qu'on ne retrouve absolument pas dans le rapport à la bête sauvage de laquelle nous ne sommes pas l'ami. Cette distinction entre animal sauvage et animal domestique, elle est au cœur du droit. Elle est au cœur du droit puisque dès le droit antique, on ne traite pas des animaux sauvages. Les relations sont normées lorsque ce sont des animaux avec lesquels on a véritablement commerce, donc c'est avec les animaux domestiques. Dans le droit moderne, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous de la loi Grammont que nous avions évoquée de 1850, qui punit ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. Je vous avais souligné le fait que les animaux sauvages n'étaient pas engagés. Donc il y a bien, vous le voyez dans le droit, cette distinction en amont entre ce qui est le sauvage et ce qui est domestique. L'animal domestique ne doit ni être une chose, ni être une personne. Dans le droit classique, les personnes sont détentrices de droits, notamment le droit de propriété. Elles peuvent posséder des choses, mais l'animal domestique n'est pas n'importe quelle chose. Il peut être possédé comme une chose, mais il n'est pas une chose, donc on ne peut pas le traiter comme une chose. On ne peut pas le traiter à sa guise, on ne peut pas lui infliger des traitements cruels. Voilà ce que la loi Grammont apporte. Elle apporte une sorte de nuance. Tu peux, toi, posséder un animal. De ce point de vue-là, il s'apparente à ce qu'on appelle les biens, mais tu as le devoir de traiter correctement ton animal parce qu'il n'est pas une chose. Et donc la Société protectrice des animaux et la loi Grammont, tout au long du XIXe siècle, a tenté de faire appliquer cette loi aux corridas. La Société protectrice des animaux demandait à ce que la loi Grammont soit appliquée
aux corridas, c'est-à-dire qu'on ne traite pas abusivement ces animaux domestiques, mais précisément la question est la suivante: le taureau de combat est-il bien un animal domestique? Et c'est peut-être ce qui fait que nous ne sommes pas dans quelque chose de binaire lorsqu'on analyse le taureau de combat. Il n'est peut-être ni l'un ni l'autre, il n'est pas tout à fait un animal domestique et il n'est pas tout à fait un animal sauvage. En effet, la distinction tranchée entre animaux domestiques et animaux sauvages demeure contestable de toute façon. Et il évoque notamment les travaux d'un monsieur qui s'appelle François Sigaud, S-I-G-A-U-T, qui, cet homme, dans une critique de la notion de domestication, a pu montrer que un animal peut être approprié, mais sans être apprivoisé, peut être apprivoisé sans être utilisé, ou peut être les trois: approprié, apprivoisé, utilisé, c'est-à-dire que même à l'intérieur de cette catégorisation de la notion de domestication, eh bien, il y a de la diversité. Je peux, moi, avoir des animaux de combat, enfin des taureaux de combat chez moi. Il y a une forme donc d'appropriation, ce sont bien mes taureaux. Cependant, je n'ai pas du tout réussi à les apprivoiser parce que eh bien, ces animaux-là sont rétifs en quelque sorte à cet apprivoisement, ou peut-être que ce n'est absolument pas les apprivoiser que je veux faire avec eux, je veux produire autre chose que ce travail d'apprivoisement. Et donc, eh bien, à propos de ces travaux de François Sigaud, qui déjà montrent à quel point la domestication est un concept beaucoup plus imprécis qu'on ne le croit, et qu'il y a des axes de familiarisation, des axes d'utilisation qui sont très très différents du seul axe d'appropriation, eh bien, on va voir quel est le statut, notamment donc, du taureau à l'intérieur de ce cadrage tripartite. Donc je vous le disais, au niveau du critère juridique, le seul critère juridique qui est en quelque sorte reconnu, c'est le critère d'appropriation, ce bien est à moi. D'accord ? Mais il est clair que dans certains cas, nous avons, outre l'appropriation, des relations de familiarité très fortes avec notre chat d'appartement, notre chien de berger, le ménate avec qui on a conversation, un cheval de course, etc., ou un chimpanzé apprivoisé. Donc ça veut dire que nous avons en effet des relations individualisées et parfois particulièrement chaleureuses et amicales avec certains animaux de notre entourage. Pour ces animaux, nous avons bien évidemment des devoirs d'assistance, des soins, de nourriture, de protection contre les prédateurs, de traitement convenable, mais nous avons également à leur endroit des relations de respect ou de familiarité particuliers. Eh bien, lorsque nous avons ces animaux de compagnie, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons donc juridiquement un devoir en quelque sorte d'assistance, soins, nourriture, etc. Si nous nous mettons à battre ou à affamer notre chien, nous avons rompu le contrat moral qui nous liait. Protection contre soumission. L'animal est le mien, il est soumis à ce maître que je suis pour lui, mais en retour, je lui assure protection. Dans la chasse, en revanche, il n'y a pas de devoir de nourricier à l'endroit des animaux sauvages. Donc, nous n'avons pas du tout les mêmes devoirs à l'endroit de ces animaux sauvages. C'est pour ça que la chasse renvoie à des relations non individuelles. Le gibier, pour nous, n'est pas un animal qui a été individualisé, et ça nous engage très différemment à l'endroit de ces animaux. Ou pour le dire simplement, ça ne nous engage pas d'un point de vue affectif et moral. Nous ne sommes pas liés aux animaux que nous chassons, et nous ne sommes pas liés à eux parce qu'il n'y a pas de contrat de réciprocité entre nous et eux. Donc il faudrait distinguer, d'après Wolf, deux types de devoirs à l'endroit des animaux. Les devoirs que nous avons à l'endroit de la plupart des espèces et les devoirs que nous avons à l'endroit de certaines espèces familières et qui sont essentiellement souvent des relations individualisées. Voici ce qu'il écrit à ce propos. Traite toujours l'animal familier sur un mode qui s'accorde avec les rapports de réciprocité qui ont été noués avec l'espèce dont il fait partie et avec les relations affectives
qui en découlent. Donc il faut respecter deux choses lorsqu'on est face à un animal familier. Il faut à la fois respecter ce qu'il est. Donc là, c'est un chien, je respecte en quelque sorte le fait qu'il soit chien. Mais c'est pas n'importe quel chien, j'ai entretenu des relations d'affectivité auxquelles il s'est habitué lui-même, je lui ai toujours donné sa pâtée à heure régulière, donc il s'attend à ce que je le fasse, je ne vais pas rompre ce contrat. Traite toujours cet animal familier en respectant à la fois l'espèce à laquelle il fait partie et les relations affectives particulières que tu vas avoir avec ce dernier. Nous n'allons pas d'ailleurs traiter deux animaux familiers de la même façon, vous êtes d'accord? Parce que je peux avoir un chien et un chat et ne pas du tout les traiter de la même façon, puisque je sens bien que les besoins de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes, ni affectifs d'ailleurs. Un chat, à un moment donné, va avoir peut-être davantage besoin de fuir, d'indépendance, etc. Le chien est peut-être plus contre moi, il a besoin de caresses, etc. Alors, l'un des enjeux que va poser Wolf, c'est la question suivante. Est-ce que nous ne sommes pas parfois tentés de nier la singularité justement de ce qu'est l'animal taureau? Nous avons des préjugés anthropocentrés qui sont du côté de la liberté, de l'indépendance, en croyant par exemple que certains animaux ont absolument besoin de cela. Or, il y a des animaux qui, par intérêt, ont véritablement besoin de caresses et d'affection. Donc attention à croire qu'en libérant par exemple des animaux, en ouvrant des portes de zoo par exemple, ou de tauril, nous ne fassions pas exactement le contraire de ce qui sied à l'animal. Il y a des animaux qui ont besoin en quelque sorte de nos soins, et sans nos soins, ils souffriraient davantage qu'avec. On a par exemple tué des bébés phoques en leur accordant trop de soins, c'est-à-dire trop de caresses. Ces animaux mouraient et certains animaux se défendent de toute forme d'affection. Les ours, par exemple, ont horreur qu'on les approche et qu'on les touche. Donc, si nous avons cette idée qu'en cajolant ou en caressant, nous sommes plus respectueux de l'animal et que nous touchons comme ça à tout bout de champ la peau du bébé phoque, alors que il a en quelque sorte besoin exactement du contraire, eh bien, c'est faire mourir cet animal par mécompréhension de ce qui caractérise sa singularité d'animal. Donc il y a certains préjugés d'animalistes aussi qui sont de ce côté-là. Tous les animaux n'ont pas envie d'une vie monotone, d'une vie paisible et d'une vie sans douleur aucune. Il y a même peut-être à considérer que certains animaux ont envie de combattre, ont un besoin très fort de combat. Le principe donc va être de considérer ce qui fait la spécificité du taureau bravo, et donc le propos de Wolf s'oriente à un moment donné hors de considération donc ou animaliste ou de écologie générale pour traiter la singularité de ce qu'est le taureau bravo. Donc ce taureau est un taureau de combat qui a une hostilité innée, laquelle a été aussi développée par des croisements d'animaux particulièrement agressifs et cherchant la charge sur d'autres animaux ou sur l'homme. Donc ce n'est pas n'importe quel animal que ce taureau-là. C'est un animal qui par nature est bravo, comme il le dit, c'est-à-dire qui fait preuve d'une espèce de bravoure, la bravoure étant manifestement cette espèce de capacité que certains animaux ont à foncer sur d'autres, c'est-à-dire à chercher à charger du fait d'une hostilité innée à l'endroit de leur adversaire ou de leur ennemi potentiel. Ici, la domestication est particulièrement complexe. Pourquoi ? Parce que très souvent, la domestication a été pensée comme une forme d'atténuation de l'agressivité de l'animal. L'animal serait naturellement agressif et donc en le dressant, en le domestiquant, on atténuerait une part de cette agressivité. Or, lorsque l'on a un élevage de taureaux, on fait exactement le contraire. On va en effet faire en sorte que cette espèce de naturel hostile ne soit absolument pas perdue, mais cultivée, déployée, comme en quelque sorte un potentiel qu'on viendrait perfectionner ou permettre de se réaliser, de s'actualiser. Je reprends là les concepts d'Aristote de puissance et d'acte, mais on aurait une puissance qui devrait s'actualiser, et elle pourrait s'actualiser dans le développement de cette bravoure et non dans sa réduction à travers donc un comportement de dressage qui fait que l'individu perdrait petit à petit cette bravoure. Et donc ce taureau de combat, de ce point de vue-là, dit-il, est une espèce
d'être un peu à part, parce qu'il n'est ni notre ami, ni notre ennemi. Il n'est pas amical, et n'essayons pas d'aller le caresser, il nous foncerait dessus. Mais il n'est pas non plus d'emblée notre ennemi, parce que nous ne sommes pas dans la chaîne alimentaire l'animal contre lequel il va spontanément lutter. C'est plutôt contre des animaux d'ailleurs de sa propre race qu'il luttera pour des affaires d'opposition de mâle, essentiellement. Il n'est pas non plus notre étranger. Il n'est pas un animal étranger puisqu'il vit sur nos terres. Il ne vit pas éloigné dans un espace purement sauvage, mais il n'est pas non plus un familier qui vivrait à l'intérieur de la domus, notre animal absolument domestique qui vit au plus près de nous. Il est en quelque sorte dans un entre-deux, ni animal sauvage, ni animal domestique. Un animal domestique, on l'abat. On le mange, on l'abat et on le mange. On l'utilise, on l'abat, on le mange. Un animal sauvage, on l'abat. Mais la différence, c'est que cet animal n'a pas été fabriqué pour cela. Il a été fabriqué, l'animal domestique, pour nous nourrir. Donc il y a chez lui quelque chose qui est un petit peu ambigu. On peut considérer qu'il est plutôt un adversaire. On va développer en lui une sorte de maximum de sauvagerie. Wolf dit que le maximum de domestication, c'est dans le cadre de l'élevage de taureaux le développement de sa sauvagerie. Mais c'est une sauvagerie qui a été en quelque sorte travaillée, domestiquée. Il est aux portes de la maison mais n'y entre pas. Il reste au fond un adversaire. Et toute sa vie, il va vivre donc dans des champs, on va le respecter, on va bien le nourrir, on va le laisser vivre avec ses congénères, analyser son comportement. Parfois, il y aura des combats terribles entre deux taureaux. Et on va considérer que de la même façon qu'il a vécu une vie de taureau bravo, il doit mourir comme un taureau bravo. Voilà le rapport éthique qui peut être déjà posé. On va prendre en effet un animal dont on sait qu'il est par nature porté au combat. Je vous avais parlé dans mon cours précédent du fait de la sélection de ces animaux qui sont des animaux qui ne fuient pas, qui ne s'humilient pas, qui ont vraiment cette espèce de volonté en quelque sorte du combat. L'une des questions qui m'a semblé la plus intéressante dans le propos ici de Wolf est la suivante. Est-ce que la représentation d'une vie sans douleur est la seule représentation éthique de la vie? Une vie sans douleur, c'est une vie en effet qui peut avoir une démarche d'éthique, et c'est exactement celle qui est défendue par exemple par Peter Singer, éviter autant que faire se peut la douleur. Or les animaux peuvent très très bien eux-mêmes, et je crois que nous aussi, au fond, en tant qu'êtres humains, nous avons aussi cette propension. Eh bien, nous pouvons considérer que nous ne sentons pas la douleur lorsque nous sommes portés par une haute idée du combat que nous menons. Nous ne sentons pas le sacrifice, ou nous ne faisons pas attention à la douleur qui nous traverse lorsque nous savons que nous le faisons, ce sacrifice, en vue d'eux. Si je dois, travailler très très longuement pour obtenir un résultat, eh bien je vais sacrifier une part de mon plaisir et je vais accepter la douleur et je vais avoir le sentiment de mon héroïsme en quelque sorte, de ma grandeur, du fait que j'aurai moi aussi lutté contre ma part de douleur. Et donc au fond, la question qui peut être posée est la suivante. Est-ce que combattre n'est pas pour un animal une attitude qui a plus de valeur à ses yeux que l'absence de souffrance? Un animal, c'est vrai, est un être souffrant, mais il n'est pas que cela. Il éprouve, mais il est aussi celui qui agit. Et un homme aussi. On peut très très bien considérer que ma raison de vivre, ça soit de ne pas souffrir, mais je peux aussi considérer que la valeur, je la place ailleurs. Je peux considérer par exemple que me battre, même de manière acharnée pour obtenir le fruit de mon combat, soit absolument noble. D'ailleurs, après tout, j'imagine que les animalistes qui sont dans ce combat se font souffrance et se font violence et considèrent que la valeur de la cause qu'ils défendent vaut bien la souffrance qu'ils y trouvent. La souffrance est comme négligée. Eh bien, cette éthique de la corrida, elle va toucher à cette dimension. La morale utilitariste d'un Peter Singer est une morale compassionnelle, une éthique compassionnelle, s'appuyant sur cette idée que l'être est souffrant et qu'il doit éviter autant que faire se peut la souffrance. Mais nous pourrions envisager une autre éthique qui considère que l'essentiel n'est pas
de ne pas souffrir, mais de vivre et d'être dans l'action, même si cette action comporte une dimension de prise de risque et de souffrance. Je vous avais parlé de ces travaux de Henri Laborie, où l'on voyait que, à travers le combat, les animaux finalement persistaient dans une presque santé. Lorsque ils étaient confrontés à la dureté de l'existence, le combat était presque salutaire pour eux-mêmes. Eh bien, dans l'éthique de la corrida, on a affaire à des individus qui, du fait de leur provenance, sont réputés être des animaux particulièrement combattants. On les a sélectionnés pour cela. Et donc, on va considérer qu'il faut leur donner une vie qui soit conforme à ce qu'ils sont, conforme à leur nature. Préserver cette dimension de la bravoure, de la noblesse de cet animal, ça n'est pas lui donner une vie où il ne combat jamais, où il n'exprime jamais cette dimension combative. D'ailleurs, si on ne le fait pas dans l'arène, eh bien, il le fera à sa façon, contre d'autres taureaux de l'élevage. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a ce besoin. Alors, Wolff appelle ça une éthique héroïque. Alors, c'est vrai qu'on pourrait trouver ça un peu macho, de se représenter que par la force et par la puissance s'exprime une dimension éthique. Mais je crois que nous admirons aussi celui qui passe outre sa douleur et la néglige parce qu'il considère que la vie vaut d'être vécue en menant ce combat-ci. Et donc, il y a une forme d'héroïsme, de vertu. Il parle à propos de la corrida, et je trouve que c'est une très belle expression, d'incarnation démocratique de vertu aristocratique. L'aristocratie, c'est le combat Aristone des meilleurs. On met les meilleurs dans l'arène ou sur le ring et on est là autour à admirer la valeur héroïque de ces êtres. C'est ce que nous faisons lorsque nous voyons des êtres souffrir. Alors ils le font de leur propre volonté, c'est vrai, lorsqu'ils participent par exemple à des sports extrêmement dangereux, lorsque nous adorons les vainqueurs des Jeux Olympiques dès l'Antiquité et que nous les valorisons encore de nos jours, c'est encore une éthique agonistique, c'est l'expression que Wolff utilise, et qui est une éthique qui parle du combat. Agon, c'est la rivalité, le combat. L'éthique agonistique, c'est cette manière dont, à travers le combat, une admiration, un respect se conquiert. Autrement dit, ne considérons pas que les aficionados ou les toreros, dit-il, soient des gens qui n'aient absolument pas de compassion. Ils verront souffrir un chien battu avec la même empathie que n'importe qui, mais lorsqu'ils seront face à un taureau, ils n'auront pas la même relation qu'ils auraient à un pauvre animal subissant finalement en victime les coups de son maître. Il sera face à un adversaire avec toute la valeur que l'on accorde à son adversaire. Un ennemi, c'est noble. L'ennemi, je le regarde c'est dans un face-à-face, c'est ce qu'on appelle le combat d'homme à homme, en quelque sorte c'est un duel. Et donc il y a un respect inconditionnel, dit Wolff, dans la manière dont le torero aborde l'animal qu'il va combattre. Pour lui, c'est quasiment un égal. Ce que lui a de ruse, l'animal l'a en force. Alors leur force se compense. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, mais ce combat est perdu d'avance. Alors, bon, la remarque de Wolff m'a fait sourire, mais il m'a dit, mais il dit le combat est perdu d'avance pour tout être vivant va finir par mourir. Alors la question, c'est de savoir comment on meurt aussi. Est-ce qu'on meurt debout ou est-ce qu'on vit à genoux ? Une vie sans souffrance peut être une vie qui soit insupportable au sujet. Il a peut-être besoin de se battre pour se sentir en quelque sorte vivant, et ces animaux qui n'existent que par cette dimension-là auront peut-être besoin de souffrance dans leur existence. Alors contre Peter Singer, il s'appuie sur l'argumentation d'un monsieur qui s'appelle Calicott. Alors je ne l'ai pas lu, donc je parle de seconde main, vous m'en excusez. Donc ça s'écrit C-A-2-L-I-C-O-T, qui, d'après Wolff, est un auteur qui a défendu le fait que dans le monde animal, la souffrance joue un rôle important, fonctionnel, très très important, et que si la souffrance était éradiquée du monde sauvage, c'est le monde sauvage lui-même qui serait éradiqué. Autrement dit, les animaux ont besoin de cette souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Vous savez, Bichat, qui est un grand physiologue du 19e siècle, évoquait la même idée: tant que je souffre, je suis vivant. C'est la manifestation même de ma vie. Donc souffrir n'est pas simplement quelque chose de négatif. L'état de l'être sans douleur est un état de passivité. Mais l'état de celui qui lutte contre la souffrance est un état d'activité. Et peut-être que nous préférons au fond une éthique de l'activité contre une éthique de la passivité. Ne pas faire de mal, éthique de la passivité, mais agir
contre sa propre souffrance, la mettre en quelque sorte sur le ring ou dans l'arène et l'exprimer et lutter contre elle est une approche aussi qui peut être particulièrement éthique. Voici ce qu'il écrit à ce propos. Pour un vivant, des blessures, même douloureuses, ne sont pas du tout ressenties psychologiquement ni même physiquement comme des souffrances. Le soldat oublie ses blessures dans l'ardeur du combat. Elles ne sont pas éprouvées comme simples douleurs, elles sont absorbées par l'action et transformées en actes, justement. Voilà, il me semble que tout combat militant, d'ailleurs, relève un peu de ça. Il y a une ardeur au combat. Donc, ce sont des êtres qui souffrent en luttant contre la souffrance. Vous voyez la dimension paradoxale du propos. Cette éthique, donc, est inscrite dans les règles du combat. On ne fait pas n'importe quoi avec les animaux à la corrida. Par exemple, lorsque on est picador, il ne faut pas aller chercher l'animal et le piquer. Il faut que l'animal vienne à la pique. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que c'est l'animal qui vient chercher. Alors, il s'est fait piquer une fois. On pourrait se dire, si la douleur est intolérable, il va repartir en arrière et il va fuir vers le toril. Mais pas du tout. En fait, la plupart des animaux reviennent, en quelque sorte en redemande, si vous voulez, c'est-à-dire reviennent à la charge, comme quand tu t'es pris une pêche et que toi aussi, parce que tu es combattant, tu as décidé d'en mettre une. Donc, cette dimension fait que la pique, c'est pas une blessure seulement infligée, c'est l'épreuve de la bravoura, du fait d'être bravo, c'est-à-dire que l'animal va chercher en quelque sorte la pique et on ne va pas le chercher. Ça, c'est l'éthique. Si on va chercher l'animal, on n'a pas toréé un animal. Et vous allez vous faire huer si vous pratiquez cette manière de piquer un animal, bien sûr. Il faut également que le picador se mette à l'opposé de l'entrée du toril. C'est-à-dire que l'animal s'éloigne de son propre, en quelque sorte, territoire, terrain de prédilection. Et le fait qu'il s'en éloigne manifeste le fait qu'il va chercher quelque chose. Plus le taureau veut combattre, en quelque sorte, plus il se blesse, plus il y revient, et plus c'est la manifestation de son tempérament naturel de taureau. Donc ça met en valeur le fait qu'il met son combat au-dessus de sa propre souffrance. Son combat a, pour lui-même, peut-être plus de valeur que la souffrance qui est la sienne. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des connotations anthropomorphiques dans ce discours-là, et lui-même, Wolff, le concède volontiers. C'est-à-dire que nous parlons de combat, nous parlons de souffrance, mais il nous dit qu'il n'y a pas d'éthique sans anthropomorphisme. Il peut y avoir une éthologie éventuellement, mais il ne peut pas y avoir d'éthique. L'éthique, c'est forcément à un moment donné des phénomènes d'identification. Soit je m'identifie à travers le biais de la souffrance, il est comme moi, il souffre, soit je m'identifie à travers l'action courageuse et qui méprise la souffrance. Même pas mal, j'y vais quand même et j'ai pas peur et j'y retourne. Et donc il nous dit que l'aficionado, c'est quelqu'un qui au fond envie l'héroïsme du taureau et se dit j'aimerais tant être comme ça, j'aimerais tant avoir cette puissance. Le torero aussi, dans une certaine mesure, rêve d'être taureau. Mais peut-être aussi dans le public, l'individu dit mais quel courage à cette bête. Moi aussi j'aimerais pouvoir être dur à la douleur comme ça. Et donc au lieu d'être dans le mépris d'un animal chose dont la mort serait vraiment l'aboutissement du processus, il nous dit la corrida c'est une course. La corrida, littéralement c'est une course. C'est-à-dire qu'il faut que l'animal court vers la mort en quelque sorte avec cette dimension de volonté. Le taureau doit vivre souverainement dans les champs. Et il doit vivre maintenant une mort où il va combattre quelqu'un qui lui dispute cette souveraineté. Voilà. Les toreros vont aussi parfois mourir à ce combat-là. C'est-à-dire que c'est dans leur esprit un combat d'égal à égal et non un combat perdu d'avance contre un animal qui de toute façon sera la victime de l'homme. Donc voilà pour cette représentation, vous le voyez, d'une éthique très très différente qui doit beaucoup peut-être à la représentation grecque ou nietzschéenne de ce qu'est l'activité. Nous sommes d'abord des êtres qui avons besoin de l'activité. La souffrance ne nous fait pas tant peur que ça. Et peut-être que certains animaux la recherchent et qu'il faut respecter cette dimension belliqueuse de l'animal lorsqu'elle se manifeste. Voilà, c'est un point de vue très intéressant. J'espère que je l'aurai abordé sans le trahir trop, mais vous avez vraiment deux manières très différentes d'aborder l'éthique. Une éthique compassionnelle qui considère qu'avant tout, pas de souffrance, évitons à tout prix la souffrance, et puis vous avez cette espèce d'éthique de l'excellence ou d'éthique héroïque, selon le propos de Wolff, qui considère que la souffrance finalement n'est pas l'essentiel
de l'éthique et qu'on peut avoir des rapports différents à la vie et notamment de combat pour la vie. Voilà pour cette étude. Je vous remercie de votre attention et puis maintenant je ne peux que vous souhaiter de réviser avec sérénité tout ce que nous avons fait dans l'année, de maîtriser les auteurs que vous allez mobiliser, de ne pas oublier de conceptualiser, c'est-à-dire d'utiliser le vocabulaire de spécialité que vous avez mobilisé tout au long de vos devoirs. Je sais que vous êtes des étudiants sérieux, impliqués. Je vous souhaite toute la réussite possible avec l'aide que j'ai pu vous apporter cette année. Je pense que vous allez pouvoir réussir et accomplir vos vœux. Soyez dans l'action. À bientôt.